On en vient à nos révélations sur les circonstances de l'enlèvement d'Olivier Dubois au Mali, des révélations qui jettent le trouble et qui embarrassent la France. TV5 Monde, RFI, Le Monde et Libération livrent une enquête conjointe sur les circonstances de l'enlèvement de notre confrère. C'était le 8 avril 2021 à Gao, dans le nord du Mali. Le journaliste français a été libéré le 20 mars dernier, il y a quasiment 2 mois, après tout de même 2 ans de captivité aux mains d'un groupe djihadiste. Avec nous pour en parler, Anne-Fleur Lespio, bonsoir. Vous êtes la correspondante de TV5 Monde au Niger. Vous avez participé à cette enquête. Alors, le jour de son enlèvement par ce groupe djihadiste, le GSIM, branche locale d'Al-Qaïda, il va faire une interview d'un chef djihadiste. Comment obtient-il cette entrevue ? Alors, cette entrevue, elle est obtenue grâce à un de ses contacts locaux que nous avons appelé dans l'enquête Kader pour conserver son anonymat. C'est quelqu'un qui est installé dans la zone de Tel Ataï. C'est une zone stratégique située dans le nord-est du Mali où s'affrontent 2 mouvances djihadistes, Al-Qaïda au Maghreb islamique et l'État islamique au Grand Sahara. Olivier, il décide à ce moment-là de raconter cette zone qui est inaccessible aux journalistes. Et donc, via l'intermédiaire de Kader, il va rentrer en contact avec Abdallah Galbakaï, le chef djihadiste qu'il souhaite interviewer, pour organiser une rencontre. Kader qui est malien. Oui. Contact local de nationalité malienne. Concrètement, comment s'est déroulé son enlèvement ? Quand on lit votre enquête, c'était assez édifiant les dernières heures. C'est difficile de résumer 2 ans d'enquête en 5 minutes, mais Olivier, il est installé à Bamako depuis 5 ans. Donc, le jour de son enlèvement, il arrive à Gao par avion. Il est réceptionné par Kader, qui l'emmène à l'hôtel où Olivier est censé loger pendant 2 jours. Les 2 hommes déjeunent ensemble, puis se rendent à 15h sur le lieu du rendez-vous dans la ville de Gao. Un pick-up avec 4 hommes enturbanés, sans armes apparentes, se gare à côté de leur véhicule. Olivier descend de la voiture. Il sait à ce moment-là que Kader est son dernier filet de sécurité. Il monte à bord du pick-up qui l'emmène à l'extérieur de la ville et puis ensuite il sera pris en otage. Ce fixeur, comme on l'appelle chez les journalistes, Kader, a-t-il joué un rôle trouble dans cette affaire ? Kader, il a évidemment joué un rôle trouble. C'est quelqu'un qui s'est dédié lors de ses différentes auditions avec les enquêteurs maliens, puis français dans le cadre de la procédure judiciaire qui a été menée par le parquet national antiterroriste. C'est quelqu'un qui, à partir de 2019 c'est l'année la plus meurtrière pour les civils au Mali depuis 2012, commence à travailler pour les renseignements de l'opération Barkhane. Il est recruté pour sa localisation, puisqu'il est installé à Tel Ataï, et il est recruté parce que Abdallah Galbakaï, qui est le chef djihadiste avec qui Olivier a rendez-vous, est une cible. Alors justement, les militaires français de l'opération Barkhane, Anne-Fleur Lespio, se sont-ils servis à son insu d'un journaliste, en l'occurrence Olivier Dubois, pour venir à ce djihadiste et l'arrêter ou le neutraliser ? C'est toute la question aujourd'hui. Il y a vraiment une ambiguïté autour de ce qui s'est passé ce jour-là. Ce que l'on sait, c'est que les militaires français, via Kader, ont été informés en temps réel depuis la fin de l'année 2020 jusqu'au 8 avril 2021 où il sera pris en otage, de toute la phase de préparation. Et vous écrivez qu'entre mars et avril 2021, l'entretien prévu par Olivier Dubois fait l'objet de 13 notes de renseignements militaires français. Étonnant. Oui, absolument. Absolument. Et lorsque Olivier arrive sur place, il ne sait pas, évidemment, que Barkhane suit en temps réel ses déplacements. Et à aucun moment, le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, ne va informer Olivier Dubois, alors même qu'il y a ces notes des militaires d'opération Barkhane. Il y a une enquête qui a été conduite par l'inspection des armées, dont certains documents ont été déclassifiés dans le cadre de l'instruction judiciaire en cours et du coup auxquels nous avons eu accès. Ce que dit l'inspecteur des armées, c'est que ce n'est pas de la responsabilité. La responsabilité première, elle incombe au journaliste qui prend la décision de mener cette mission, de mener cet entretien, de se déplacer à Gao. C'est un entretien qui est très risqué, Olivier le sait, il décide d'y aller quand même. Barkhane ne peut pas, d'après leur dire, contacter un ressortissant français sur zone. Par contre, ils ont informé l'ambassade de France la veille du déplacement d'Olivier Dubois. Le Quai d'Orsay a envoyé à Olivier le jour
de son arrivée à Gao une lettre dans laquelle le quai lui déconseille C'est pas un peu vivement. tard ? C'est tard et surtout c'est une lettre dont le contenu est on ne peut plus classique, à laquelle la plupart des reporters qui sont habitués à couvrir des zones dangereuses... Ils doivent se signaler, en tout cas on leur dit que c'est une zone rouge et qu'il ne faut pas y aller. Tout de même, j'insiste juste, Anne Fleur Le Piau, l'armée française apparemment suivait pas à pas les préparatifs de cette entrevue. Donc après, vous le dites, il y a la pratique, il y a la forme, il y a aussi la réalité, la vie d'un homme en danger, qu'il soit d'ailleurs journaliste ou pas. Cet enlèvement aurait-il pu être empêché par l'armée française ? Cet enlèvement aurait pu être empêché par l'armée française. Après, est-ce que c'était le rôle de l'armée française de l'empêcher ? La question se pose. On sait aussi que l'objectif de l'armée française à ce moment-là, de l'opération Barkhane, c'était de suivre, via les renseignements fournis par Kader, les déplacements d'Olivier, qui devait rencontrer Abdallah Al-Bakhaï, et ensuite les deux hommes devaient être suivis jusqu'à la zone refuge du chef djihadiste. Mais l'armée française est formelle et dans l'enquête qui a été conduite, conclut que l'analyse de cet épisode a abouti à une décision de commandement consistant à ne pas valider un projet d'opération de ciblage d'un chef djihadiste par l'utilisation inconsciente du journaliste, les risques pesant sur le journaliste ayant en permanence été pris en compte. Mais dans ce cas, pourquoi avoir poursuivi la phase de renseignement jusqu'à l'enlèvement d'Olivier et finalement avoir simplement observé la disparition du journaliste. C'est là que c'est déroutant. Donc l'armée française et Kader, pièce maîtresse dans cette affaire. Pièce maîtresse, après également dans les documents dans l'enquête menée par l'inspection des armées, il y a un élément qui est important et donc qui fera peut-être l'objet d'une deuxième enquête, c'est que Kader travaillait pour les renseignements de l'opération Barkhane, travaillait aussi, il était en lien avec l'organisation djihadiste pour laquelle il dit qu'il a toujours travaillé sous la contrainte pour protéger les siens. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il travaillait pour d'autres services de renseignement? Est-ce qu'il a travaillé pour la DGSE, dont les services de renseignement sont indépendants des services de renseignement de l'armée française? Est-ce qu'une opération était prévue par les forces spéciales françaises? C'est tout un tas de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Peut-être de l'enquête, mais juste en un mot, qu'est devenu le chef djihadiste en question? Aucune idée. Merci beaucoup Anne Fleur Lespio d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la correspondante de TV5 Monde au Niger. Nos téléspectatrices et nos téléspectateurs vous suivent souvent sur nos antennes. Merci à vous. Merci.